Bonjour, bienvenue donc pour cette table ronde consacrée à la French compétitivité de l'industrie aéronautique française. Je m'appelle Philippe Le Caplin, j'anime tous les vendredis, samedis, dimanches, donc pas ce soir parce que ça fait un peu juste, la grande session d'information de la soirée de 18h à 21h. Et depuis une grosse quinzaine d'années maintenant, j'anime une chronique consacrée à l'aviation, qui est diffusée le samedi et à 5 reprises et qui est à retrouver bien évidemment sur le site de Radio France Internationale. Sans plus tarder, je vous présente nos hôtes qui donc nous font l'honneur et le plaisir de participer à cette réflexion. Bertrand Lussereau, qui est le président du comité Aéro-PME du GIFAS, qui regroupe les industriels français. Le GIFAS qui organise bien évidemment, vous le savez, le Salon du Bourget qui ouvre ses portes lundi avec l'inauguration du chef de l'État. Alors l'aéronautique française ne se résume pas loin de là à Airbus et à Dassault. Monsieur Lussereau, il y a plusieurs dizaines de PME. Combien précisément? Et donnez-nous quelques exemples pour que ça nous parle. Précisément, j'en ai aucune idée. Au GIFAS, en tout cas, on a 160 membres PME sur les 300 membres. 160 PME, c'est, je pense, peut-être 10% de ce qui doit être dans la profession. Et je précise que vous êtes également, vous, chef d'entreprise et patron d'une PME qui s'appelle Secamic, qui, pour faire court, sous-traite la mécanique pour l'aviation militaire. Nous sommes spécialisés dans le MRO et le MCO d'avions militaires. Alors pour tous ceux qui ne seraient pas aussi affûtés que vous, ce serait le maintien en condition opérationnelle. Le maintien en condition opérationnelle, la maintenance, la réparation et les overhauls des équipements embarqués. Donc en gros, ça va de la rondelle au vario alternateur. Vous êtes présent dans le monde entier? Présent dans plusieurs pays, on va dire. Nous avons des filiales au Chili, au Brésil, aux États-Unis et en Chine. Et nous exportons principalement en Amérique du Sud et en Asie, là où se trouve la croissance aujourd'hui. Alors pour qu'on ait une idée de la taille de votre PME, combien d'employés, quel chiffre d'affaires? Aujourd'hui, un peu moins de 100 personnes, donc une PME, une vraie PME avec 56 millions de chiffre d'affaires consolidés. Très bien. Pierre-André Bouygues, bonjour à vous. Vous êtes professeur d'économie et de stratégie à la Toulouse Business School, ancien conseiller économique à la direction de la concurrence de la Commission européenne, et vous publiez ces jours-ci, enfin ces dernières semaines, avec l'économiste Elie Cohen aux éditions Fayard, un livre dont le titre est « Le décrochage industriel ». Alors vous vous y demandez pourquoi la désindustrialisation frappe plus fortement la France. Cela dit, vous avez trouvé un village gaulois qui résiste, c'est justement l'industrie aéronautique. Si vous voulez bien nous en dire un mot. C'est assez spectaculaire le recul effectivement de l'industrie française. On avait 6,1% de part de marché en 1995 et on n'en a plus que 3,5% en 2013. C'est-à-dire que finalement, l'industrie française, elle est en situation de repli. Et ce qui est plus préoccupant encore, c'est que ce repli de l'industrie française, la Chine n'en est pas seule responsable. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont joué, puisque le déclin de l'industrie française est beaucoup plus rapide que celui de l'industrie allemande, et même que de l'industrie britannique. On a perdu 42% de nos parts de marché entre 1995 et 2013, bien plus que les Anglais, dont on dit qu'ils sont particulièrement désindustrialisés. Alors il y a beaucoup de raisons à cela, et comme vous l'avez dit, il y a un secteur qui, effectivement, est le village gaulois, c'est l'industrie aéronautique. Voilà. Vous allez nous expliquer forcément pour quelles raisons, et c'est ce qui va faire l'objet de notre propos. Faisons déjà un état des lieux. L'aviation est une véritable tradition française, ça je crois que tout le monde le sait. Malgré la crise économique que nous avons connue ces dernières années, l'industrie aéronautique française et spatiale demeure le premier secteur exportateur français. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour prendre la mesure de ce que représente justement l'industrie aéronautique aujourd'hui dans l'économie française? Alors oui, vous avez raison, c'est une véritable tradition. Je pense qu'il faut la perpétuer. La France, mais ça on le sait tous, la France est le seul pays avec les États-Unis d'Amérique à savoir fabriquer un avion de A à Z. Nous sommes en belle croissance. Les chiffres... Pour ce qui concerne, par exemple, je suis là en tant que président des PME du GIFAS, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2014. Nous représentons 20 000 emplois, une croissance de 8 à 10%. Voilà les chiffres qui font qu'effectivement notre industrie se porte bien. Au total, puisque je
je rappelle, hein, vous représentez les GIFAS, donc pas toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Je crois que c'est 180 000 hommes et femmes qui en femmes travaillent. C'est ça, Ouais, 180 000 employés, 42% d'ingénieurs E4 quand même. Alors une partie du carnet de commandes d'Airbus, qui prévoit de sortir 50 à 320 par mois en 2017 au lieu de 42 aujourd'hui. Il y a également Boeing. Boeing, alors on ne le sait pas forcément, mais rappelons-le, qui est désormais un très gros client de l'industrie française, qui a créé d'ailleurs la Boeing French Team. En mars, Boeing a reçu en grand-pompe d'ailleurs 22 PME et PMI françaises à Seattle. 6 milliards de chiffre d'affaires par an avec Boeing. Donc les petites et moyennes entreprises se sont émancipées, j'allais dire. Alors, c'est surtout dû, je pense, à l'excellence de notre supply chain et à l'excellence de la filière. Alors, je vais faire un petit correctif parce que les 26 et quelques sociétés dont vous parlez ne font pas partie de la French Team. Donc, ce sont des sociétés en plus de la French Team. Ça veut dire que nos PME, en tout cas, et notre industrie est courtisée par les Américains et principalement par Boeing. Donc, pour dire l'excellence. C'est vrai que les années 2008 et principalement 2012, donc suite à la crise que nous avons connue, a été un petit peu compliquée pour la supply chain et pour les PME. Aujourd'hui, je crois que le disait tout à l'heure Fabrice Prégier, la page est tournée, la supply chain fonctionne et les PME sont absolument au niveau. Nous avons beaucoup investi, énormément investi pour ce faire. On tient les cadences et je pense que nous continuons même d'investir pour tenir les cadences et le ramp-up. Alors, ce mouvement est vrai dans les deux sens. Il y a des entreprises françaises qui travaillent pour Boeing. Je suppose qu'il y a des entreprises américaines qui travaillent pour Airbus. Dans la même proportion ? J'ai aucune idée. Bon, ben ça fera l'objet d'une autre table ronde. Parlons de l'export, la place dans l'export. Pierre-André Bouygues, les excédents de la balance commerciale, quand il y en a, sont dus à ce que réalise l'industrie aéronautique française. Bien, c'est le premier poste à l'exportation pour nous. C'est là où on réalise les plus gros excédents. Je crois qu'en 2014, c'était 23,6 milliards d'euros. Donc ensuite, on a le vin. Et très loin derrière, on a d'autres postes. Donc vraiment, la France, c'est le pays de l'aéronautique de ce point de vue-là. Juste pour une comparaison avec l'automobile, dans l'automobile, on était excédentaire de 12,6 milliards d'euros en 2002. On est déficitaire de près de 7 milliards en 2014. Donc on voit un déclin extraordinaire de l'industrie automobile, alors que dans l'aéronautique, on est maintenant le deuxième exportateur mondial, après les États-Unis. On a 22% des parts de marché au niveau mondial, contre 35% pour les États-Unis. Et, rare secteur industriel, on devance l'Allemagne, qui est le troisième exportateur avec 14%. Donc véritablement, l'aéronautique, c'est l'exception française, c'est le point fort, qui s'est même renforcé ces dernières années. Alors la compétition, cela dit, est rude, et il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, sinon ces beaux résultats fondraient comme neige au soleil. Donc pour préserver et amplifier ces parts de marché, il faut sans cesse que le secteur se remette en question, avec plusieurs grandes idées forces. La première, c'est l'innovation. C'est un petit peu finalement comme le vélo. Si on arrête de pédaler, on tombe. Là, on va dire que pédaler pour l'industrie aéronautique, c'est investir dans le progrès. C'est indispensable, Bertrand Lussereau. C'est indispensable à plusieurs titres. C'est indispensable. Bon, déjà, la filière aéronautique est certainement la filière qui investit le plus dans la R&D. Aujourd'hui, c'est 7 milliards d'euros qui sont investis. C'est 14%, c'est colossal. C'est 14% de notre chiffre d'affaires. Et ça va. Et je pense que le chiffre 2015 sera supérieur. C'est important parce que aujourd'hui, on ne vend plus des avions à l'exportation sans qu'il y ait quasiment de demande de la part de nos clients d'offset, dans le meilleur des cas, ou de contrepartie et de transfert de technologie, transfert de technologie. Pour nos PME, le transfert de technologie, ça peut vouloir dire la totalité de nos capacités, de nos savoir-faire. Alors il faut absolument garder une longueur d'avance. Donc c'est la raison pour laquelle on a autant pour nos PME en tout cas, autant de recherche et de développement. Et je pense qu'à ce titre, si je peux me permettre, on a en France le CIR, qui est le Crédit Impôt Recherche. Je
pense que ça, c'est un appel à nos dirigeants, mais il faut sanctuariser ce CIR. On a absolument besoin de ce CIR. Aujourd'hui, je peux dire que dans nos PME, j'en connais qui, sans le CIR, auraient certainement transféré dans des pays low cost au moins la partie recherche et développement de l'entreprise, voire toute l'entreprise. Il faut sanctuariser ce CIR. Donc c'est une forme de financement de l'État, alors que les investissements directs en matière de recherche et développement ont plutôt tendance à baisser ? Non, c'est toujours, on reste toujours à 14%. En fait, c'est un crédit d'impôt, c'est pas une aide de l'État directe. C'est en plus parfois un petit peu compliqué dans l'application pour les PME, parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué dans la mesure où le CIR est parfois remis en cause. Je pense qu'il faut l'ajouter aux 14% actuellement développés par l'entreprise. Pierre-André Bouygues, sur ce que représente l'innovation dans l'aéronautique française. Eh bien, c'est essentiel. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment le fer de lance. Seulement, avec Eli Cohen, donc, lorsque nous avons consacré un chapitre de notre ouvrage à cette question de la recherche et développement, il y a un point qui nous a assez frappé finalement, c'est que par rapport à l'Allemagne, au début des années 2000, on dépensait en recherche et développement 50% de plus que les Allemands, et aujourd'hui, ils dépensent 10% de plus que nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage qui a été un rattrapage extrêmement rapide des Allemands en matière de recherche et développement. Et je prends le cahier des ingénieurs en France en septembre 2014, qui est consacré à l'aéronautique, et je lis d'ailleurs dans ce cahier qui est consacré à l'aéronautique sur la R&D, ce que disent les ingénieurs, c'est le sentiment que la France a levé le pied en matière de recherche aéronautique se rencontre chez grand nombre d'interlocuteurs allemands qui constatent le recul de la coopération avec l'ONERA. Donc les Allemands eux-mêmes constatent ce phénomène. Alors bon, bien sûr, on reste extrêmement compétitif, mais la recherche et développement, pour nous, ça reste un point préoccupant. Bertrand Lussereau, des exemples concrets de ce à quoi peut aboutir ou a déjà abouti cet effort en matière de recherche et développement. Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Spontanément, il ne m'arrive pas grand-chose, vous voyez. Si, dans votre entreprise, par exemple. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait, dans la recherche et développement, dans la recherche et développement, il existe aujourd'hui, comme vous le savez tous, le CORAC, on en a parlé également dans les débats ce matin. Depuis 2008, la recherche pour l'aéronautique de demain est là. Nous sommes... Les PME, il ne faut pas croire que le CORAC, c'est uniquement pour les grands groupes, mais au contraire, toute la filière est impliquée. Je pense que ça, c'est important. Il y a un vrai flow-down vers des grands groupes, vers les PME. Voilà les démonstrateurs de demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà où nous travaillons aujourd'hui, ce sont sur les démonstrateurs de demain, et les PME sont pleinement impliquées. Et c'est par centaines. Ce n'est pas quelques 80 ou 100 PME qui sont en direct, mais c'est également les PME qui sont en sous-traitance, qui sont 300 ou 400, je crois. Je vais quand même insister sur les exemples. En matière d'environnement, on sait que c'est l'un des temps forts de ce salon et une tendance forte de ce secteur. Comment est-ce que l'aéronautique peut réduire la consommation de kérosène, par exemple? C'est bien en innovant, en recherchant, en développant de nouveaux process. Je crois que Marwan Lahoud en a parlé ce matin. Effectivement, il va y avoir un événement lors du salon du Bourget de la semaine prochaine, assez fort en préparation de COP21. Les chiffres sont deux chiffres assez parlants. L'aéronautique représente que 2% des émissions mondiales de CO2 d'origine humaine. Aujourd'hui, c'est toujours 2%. Mais seulement, on a le double de vol. Donc, on a fait des efforts. Il y a des gros progrès qui ont été accomplis. On consomme, je crois que les avions d'aujourd'hui consomment 5 ou 6 fois moins de carburant qu'en 1960. Et dans la même période, on a divisé par 4 les émissions d'oxyde d'azote. Alors, le secteur est extrêmement engagé, les compagnies aériennes également, les aéroports, l'industrie, tout ça se regroupe, ça parle, ça discute, et on arrive à avoir des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, dont on parle de réduction de 50% des émissions de CO2 pour 2020 par rapport à l'an 2000, donc en 20 ans. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et puis dans la recherche et développement, on arrive à faire des moteurs propres. Je pense au LEAP, mais au moteur NEO dont on parlait tout à l'heure. Le moteur LEAP de Snecma, par exemple, ça consiste à construire et à concevoir des ailettes
non plus en aluminium, mais dans d'autres, en céramique, je crois, pour que ce soit moins gourmand et moins bruyant. Alors, on recherche... Alors, le bruit est effectivement un facteur de pollution, mais ce n'est pas tout à fait la même pollution auquel on pense. Je pense qu'il faut, il faut alléger nos avions. Donc, le composite est une des matières qu'on arrive à intégrer de plus en plus dans la filière. Les avions plus légers, donc des avions plus légers, ce sont des avions qui consomment moins. Les avions qui consomment moins, ce sont des avions qui polluent moins. Il faut optimiser aussi le transport aérien, je crois qu'on en a parlé également ce matin, c'est important, l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. Enfin, tout ça fait que la chaîne aéronautique, depuis le constructeur jusqu'à l'industrie, donc jusqu'aux compagnies aériennes en passant par l'infrastructure des aéroports, doit se mettre autour d'une table et arriver au niveau européen et au niveau français d'abord et au niveau européen à se mettre d'accord pour arriver à ces objectifs très ambitieux de la filière. Pierre-André Bouygues, l'industrie aéronautique française en matière de R&D est à la pointe, alors talonnée, vous le disiez tout à l'heure, est à la pointe, ce qui lui permet de rester finalement dans la course. Je pense au travail que fait Safran sur le moteur électrique. C'est cette entreprise-là qui s'y colle, plus que toutes les autres finalement. Ou ailleurs dans le monde, il y a aussi cet effort pour pouvoir s'imposer de cette manière-là. C'est sûr, en fait, que la question est de savoir quel est l'avion du futur. Quel avion dans 20 ans? Et c'est assez difficile à le dire. Hein. Je veux dire, on a des défis nombreux qui vont se manifester dans ce domaine-là. Vous avez parlé effectivement de la réduction des émissions, ça c'est clair. On a le prix de l'énergie, la sécurité. Je veux dire, imaginez de nouveau un choc pétrolier, imaginez un choc en termes de sécurité, parce que finalement, il y a un certain nombre d'une augmentation d'attaques terroristes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un peu ça, tout ça qu'il faut garder en tête, quoi. Alors, bien sûr, l'électrique, en ce moment, c'est un rêve. Et la question est de savoir, est-ce qu'il prendra réalité? Quand on regarde l'automobile électrique, et on voit les prévisions même de Carlo Ghosn sur le PDG de Renault, sur la part que l'électrique prendrait dans le marché automobile français, on voit qu'aujourd'hui, on en est très très loin. Donc, pas facile de faire des projections à 20 ans. Il y a 10 ans, on pensait qu'aujourd'hui, l'électrique dans l'automobile serait très présent. Ce n'est pas le cas. Et donc, faire des grandes projections, mais il faut être prêt à tout. Et il faut investir en R&D massivement. Autre chose, c'est la formation. Ah oui. La formation est importante. Il y a au total 5 millions de chômeurs et pourtant le secteur manque de cerveau et de bras. Alors il y a l'excellence des ingénieurs. Vous pouvez en témoigner. À Toulouse, il y a une grande école. Tout à fait. Il y a l'ENAC, il y a Supaéro, il y a la Toulouse Business School. Mais est-ce qu'il y a en la matière des problèmes pour trouver de nouveaux ingénieurs? C'est moins un problème. Enfin, d'après l'enquête que nous avions faite avec Eli Cohen dans la région, c'était moins un problème d'ingénieurs et de cadres qui représentent 42% de l'emploi total dans l'aéronautique. C'est considérable. Mais c'est le chaudronnier. Et là, on a des vrais problèmes parce qu'il y a une faible attirance pour les métiers manuels en France qui jouent un rôle. Et l'aéronautique, c'est pas seulement ces 42% de cadres et d'ingénieurs, c'est aussi des métiers manuels très concrets. Et là, un certain nombre d'entreprises nous ont dit, et on a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, qu'elles ont des problèmes pour trouver le personnel adéquat. Qu'est-ce qui n'attire pas? C'est l'image de ce qu'est la chaudronnerie, la peinture? On a un vrai problème en Europe qu'on constate, par exemple, quand on compare avec des pays industriels comme l'Allemagne. C'est clair que, par exemple, la place de l'apprentissage en Allemagne, la place de l'apprentissage en France, l'intérêt pour le travail manuel, les formations professionnelles, on voit qu'on décroche. Regardez les prévisions que le gouvernement avait faites en matière d'apprentissage et la réalité, on est loin du compte. Donc c'est un climat en France qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut redonner de l'intérêt aux jeunes pour les travaux peut-être plus manuels et plus concrets. Là, ils ont un vrai problème. Récemment, on entendait dans le sud-ouest, là justement, des PME qui allaient chercher ailleurs qu'en France les chaudronniers dont elles ont besoin. Alors que ce métier recrute, alors que ce métier offre aussi de meilleurs salaires finalement, quasiment à qualification égale. Un spécialiste du composite, ça se paie, et pour autant, vous n'arrivez pas à en trouver. Oui, on a
très très grave problème de recrutement. Les PME peut-être plus encore que les grands groupes, parce qu'il faut reconnaître que l'attrait des grands groupes, c'est quelque chose. Alors, vous le mentionnez, c'est vrai, 42% de nos employés, de nos emplois sont des ingénieurs et des cadres, mais il n'empêche pas moins qu'on fabrique et qu'il nous faut des chaudronniers, il nous faut des soudeurs, il nous faut des ajusteurs, il nous faut même des techniciens ou parfois des techniciens de fabrication. On ne les trouve pas. On a vraiment beaucoup de mal. Il y a des moyens pour essayer de les attirer, mais c'est pas facile. Ça, je crois que Fabrice Lebrégé le disait tout à l'heure, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est une énorme faillite de l'éducation nationale. Moi, je me souviens, j'étais un peu plus jeune, hein, c'était en 74, oui, donc je crois il y a 40 ans, le tout jeune élu Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing disait il faut revaloriser le travail manuel. Je m'aperçois que 40 ans après, il ne s'est rien passé. Donc ces métiers n'attirent pas les jeunes. Et c'est peut-être l'industrie tout simplement qui ne les attire pas. Il faut faire attention à ça, bien veiller à savoir aussi à nous, peut-être entreprises, de montrer un côté un peu plus attirant de nos métiers. À ce sujet, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du Salon du Bourget, la semaine prochaine, il va être réitéré ce qui avait été proposé il y a 2 ans, c'est-à-dire reconstituer un avion, ce qu'on a appelé l'avion des métiers, GIFAS qui propose ça, dans lequel seront exposés la quasi-totalité des métiers dont nous avons besoin, mais ce sont avec des vrais postes de travail, des vrais morceaux d'avion, des vrais sièges, des vrais moteurs, avec des compagnons qui travaillent sur ces matériels et qui auront pour tâche de parler directement à tous les jeunes que nous ciblons, qui est la cible, qui sont les jeunes de 15 à 25 ans. Et ça, je crois que c'est important. Je ne sais pas si ça va être rentable. J'avoue que je n'ai pas réussi à avoir les chiffres des emplois qui ont été générés suite à l'avion des métiers de 2013. Mais je pense qu'il faut continuer, il faut tout faire pour la formation et pour attirer ces jeunes. On en est au point quand même où aujourd'hui on en est à créer dans nos PME des centres de formation, des petits centres de formation, parce que nous ne trouvons pas sur le marché ce que nous voulons. C'est important. Donc soit créer son centre de formation, soit aller à l'étranger pour trouver les perles rares. Compte tenu une fois de plus de la situation de l'emploi en France, ça paraît assez étonnant. Cet avion des métiers, c'est toute la durée du salon ou uniquement les 2 jours ouverts au grand public? Non, c'est toute la durée du salon. Donc un véritable événement donc à visiter, ne serait-ce que pour comprendre, même si on ne veut pas devenir technicien ou non seulement on y invite les jeunes, mais on y invite leurs professeurs surtout, et leurs enseignants. Donc on voit que les entreprises ont du mal à trouver. Je suppose que pour les grandes entités, ça doit être moins peut-être compliqué de créer justement un centre de formation. Pour des PME, ça doit être nettement plus difficile. J'entendais Fabrice Lebrégé dire tout à l'heure, j'ai du mal à recruter. Je me souviens l'année dernière, Monsieur Jean-Paul Hortement, dire exactement la même chose sur 300 ou 400 postes qu'il avait à pourvoir à Mantes-la-Jolie, qui est quand même un bassin plutôt sinistré en termes d'emploi des jeunes, et qui un an plus tard disait si je continue, je vais fermer parce que j'arrive pas à trouver. Donc il y a un problème quand même, et pas uniquement au niveau des PME, des ETI, mais également au niveau des grands groupes. Est-ce que cette formation en souffrance, c'est une des explications à la désindustrialisation dont vous avez fait donc le cœur de votre dernier ouvrage avec Elie Cohen? Il y a bien entendu tout un ensemble d'explications. Hein. C'est loin d'être la seule, mais c'est une des explications importantes. Et c'est regrettable, je veux dire, parce que l'industrie a une mauvaise image en France et ça, il faut, je crois, il y a une action des pouvoirs publics qui doit être faite en ce sens. Il y a des expériences réussies. Je pense au lycée Airbus, par exemple, à Toulouse, qui a permis à des jeunes qui sortent et qui ont tout de suite un emploi. On se dit, quand le marché est là et qu'il a besoin de formation, je crois que c'est une des composantes importantes de la politique industrielle de la part des pouvoirs publics que de mettre en place, justement, les filières de formation. Là, il a un rôle énorme à jouer, parce qu'il y a des externalités positives, comme disent les économistes, et ça a des effets importants sur toute la... Mais regardez, l'échec de l'apprentissage en France, c'est révélateur, quand même, de ce vrai problème. Alors qu'on sait que les jeunes qui ont une formation, qui sont passés en apprentissage, ils ont un emploi, très souvent, ils ont trouvé un en sortie. Mais est-ce que ce n'est pas lié peut-être à la question que peuvent se poser certains jeunes, de se dire
à quoi ça sert que j'apprenne un de ces métiers de l'aéronautique, puisque de plus en plus, grâce à l'innovation, à la R&D, les entreprises sont de plus en plus robotisées. Et on parle de l'usine du futur. Dans l'usine du futur, comme celle du Turboméca par exemple, donc de Safran à Borde, l'homme est remplacé de plus en plus par des machines. Donc est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Non, non, je ne crois pas que l'homme soit remplacé par les machines. Au contraire, je pense que ça a été lieu d'un débat tout à l'heure. Au contraire, l'homme est au cœur de l'usine du futur. Si l'homme n'était pas dans l'usine du futur, il n'y aurait pas d'usine du futur. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, il est vraiment de la formation. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est l'attirance par les jeunes vers l'industrie, par l'industrie. Ça, je crois qu'il est là le problème. Un mot supplémentaire quand même sur l'usine du futur. Dites-nous en plus. Alors, on a pu voir à peu près à quoi ça ressemblait quand le chef de l'État, François Hollande, était le 14 avril dernier à Figeac Aéro, où on lui a présenté une usine ultra robotisée. Plus largement, l'usine du futur, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Alors ça, c'est dommage parce qu'il y avait un débat tout à l'heure qui portait sur l'usine du futur. Je crois que l'usine du futur, en fait, c'est aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans ce qui concerne le CORAC, réfléchir à ce que sera les démonstrateurs du futur, donc l'usine du futur, c'est peut-être optimiser aujourd'hui les moyens que nous avons, les optimiser pour arriver à peut-être développer ce que seront les avions du futur. Hein. Donc c'est bien là le souci. Pierre-André Buichle, oui. Sur cette usine du futur, ce qui se passe ici en France, c'est là encore un exemple de ce que l'industrie arrive à faire par rapport à d'autres process ailleurs dans le monde? Ben, en fait, si on regarde l'industrie au sens plus général, il y a un vrai problème en France, mais secteur par secteur, on a des situations différentes. Vous parlez des robots, par exemple. C'est clair que l'industrie automobile et l'industrie aéronautique n'ont pas grand-chose à voir de ce point de vue-là. Je veux dire, l'industrie automobile, les robots, ils sont présents partout. Là, on ne parle pas de nombres comparables en termes d'unités de production. Et là, c'est vrai qu'on a un retard considérable, nous. Donc on ne doit pas avoir peur des robots. Le problème, c'est qu'on a 3 fois moins de robots que les Allemands dans l'industrie. On en a moins que les Italiens. Donc le vrai problème, c'est pas le robot contre l'emploi. C'est dans l'industrie automobile et dans un certain nombre de secteurs industriels, ce qui manque en France, c'est justement une plus grande des investissements dans l'appareil productif en termes d'automatisation, de robotisation, d'informatisation. C'est là que naît la productivité. Alors en plus, quand en France, on sait que le coût du travail est élevé, il est clair que dans l'industrie automobile, si elle veut regagner en compétitivité, on l'a vu avec les accords qu'ont conclus Renault et Peugeot, eh bien, il va falloir modérer l'évolution des salaires et introduire plus de robotisation. C'est la seule voie pour une amélioration de la compétitivité. Alors, des investissements, c'est bien, mais où est-ce qu'on peut trouver l'argent? La question se pose peut-être avec, pardonnez-moi, avec plus d'acuité pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, parce que leur structure capitalistique, le manque de fonds propres, dont on imagine que c'est là les deux véritables problèmes des PME, est-ce que ça ne les rend pas fragiles? Et on pense au retournement de cycle. Vous en parliez, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y ait un manque de fonds propres. En revanche, on a un manque de TI, ça c'est vrai. Qu'il faille consolider nos PME pour pouvoir les faire grandir, c'est une certitude. Il y a des moyens pour ça, mais je pense que aujourd'hui, c'est surtout les freins qu'on a. Et je crois que ça, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'Allemagne a beaucoup plus de TI que nous n'en avons. Si on veut aller chercher notre croissance en France et en Europe, ça ne va pas être facile. Si on veut aller la chercher là où elle est, c'est-à-dire aujourd'hui en Asie, il va falloir que nos PME grossissent. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un certain nombre de freins, des soucis majeurs, et ça j'en appelle à nos dirigeants, que sont les seuils. Les seuils sont nocifs, il peut y avoir des seuils sociaux, des seuils fiscaux et des seuils patrimoniaux. Et ça, il va falloir que... Alors, je sais que M. Macron vient de faire un petit pas timide pour les entreprises de 9, 10 et 11 salariés, mais c'est quand même pas suffisant. On est loin de ce dont nous avons besoin, très loin de ce dont nous avons besoin.
Et puis il faut que les décisions qui sont prises s'inscrivent dans la durée. Ça, c'est important pour nous. Une fois que la confiance sera revenue, je pense qu'on aura des ingrédients qui sont là pour faire grossir nos PME. Un mot là-dessus ? Oui, sur les PME, peut-être un complément. En fait, si on compare, on regarde un peu les PME françaises et on compare leur rentabilité et leur marge avec les PME dans les autres pays européens, en particulier dans le nord d'Europe, elles ont un vrai problème de marge. Et là, elles ont aussi un problème de financement. On faisait une comparaison, par exemple, avec Elie Cohen entre l'Allemagne et la France. Et c'est clair qu'en Allemagne, il y a des banques régionales qui connaissent bien leurs PME, qui sont là pour les financer, qui sont là pour... on n'a pas ça en France. Donc, on n'a pas ce contact régulier sur le long terme avec, entre le système bancaire et en particulier ces PME régionales et ces banques régionales et les PME. Donc là, c'est un vrai problème. Et les statistiques le montrent, hein, on a beaucoup moins d'exportateurs que les Allemands et les Italiens. On en a énormément moins, hein, je veux dire, presque un rapport de 2 avec les Italiens. Ils ont beaucoup plus d'exportateurs que nous parce qu'ils ont des PME qui sont très actives sur des créneaux et qui sont en général très présentes sur les marchés étrangers. Là, il y a une faiblesse française. Alors elle est moins, effectivement, dans l'aéronautique, elle est moins prononcée, mais c'est vrai qu'elle existe au niveau du tissu industriel en général en France. On a un vrai problème de PME. Alors que si on regarde de nos groupes du CAC 40 et on les compare au DAX 40 en Allemagne, ils ont à peu près la même rentabilité, mais en général, nos grands groupes exportent et sont beaucoup plus présents sur les marchés étrangers que les grands groupes allemands. Bon, on regarde, il y a 20% des Renault qui sont fabriqués en France, et Volkswagen, Mercedes et BMW fabriquent beaucoup plus de véhicules en Allemagne en proportion. Alors justement, l'internationalisation, les défis que ça représente, l'aéronautique est un marché mondialisé par la force des choses. Votre entreprise est présente dans 6 pays, on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'être présent à l'international si l'on veut exister dans ce domaine de l'aéronautique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je crois que s'il y avait qu'Air France comme client, on pourrait rester en France, non, évidemment. La totalité, 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation. Malheureusement, que 24% ou 25% de nos PME exportent. 27% de leur chiffre d'affaires, c'est 24%, effectivement, voilà. C'est peu. Donc il faut aller les tirer à l'export. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu une question un jour sur est-ce que vous arrivez à chasser en meute comme les Allemands. Alors, on est peut-être moins discipliné, donc la meute est peut-être un peu plus dispersée. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience des grands groupes à l'international, à nous emmener, nous, PME, à l'international, parce que nous savons que notre croissance est là et notre survie est là. Donc il n'y a pas trop le choix, il faut que nous allions à l'étranger. Et je voudrais dire à ce titre, c'est une chance d'ailleurs pour l'exportation, parce que les grands groupes nous y emmènent parce qu'effectivement ils ont des contreparties ou ils ont des transferts de technologie à faire et qui nous demandent de réaliser. Mais ces transferts de technologie pour nous PME, c'est pas une crainte à avoir. Si nous avons cette longueur d'avance dont je parlais tout à l'heure grâce à la R&D, c'est une chance. C'est une chance de nous développer à l'exportation, c'est une chance de nous installer à l'étranger d'une façon pérenne. Oui, mais là, vous l'avez bien dit, vous êtes dans les valises de Dassault ou d'Airbus qui vont à l'international et qui négocient globalement pour pouvoir vendre leurs appareils. Mais est-ce que les entreprises françaises et les PME, puisque c'est plutôt cela votre domaine d'excellence, Monsieur Lussereau, par exemple, démarchent les Chinois qui veulent absolument monter une industrie aéronautique avec un avion de ligne qui ressemble un peu à l'A320. Est-ce que vous allez les voir en leur disant ouais, nous on sait faire ça, donnez-nous des moyens d'être vos partenaires? Un quart exporte, donc c'est quand même déjà un beau chiffre. Bien sûr qu'on est en Chine, bien sûr que nous sommes en Asie, bien sûr que nous sommes même dans des pays comme où on peut imaginer que la croissance va sourire un petit peu à la France qu'est le Vietnam par exemple. Bien sûr que nous sommes 6% de croissance en Afrique. C'est quelque chose qui est pas complètement négligeable non plus. Donc on est là, bien sûr qu'on y sommes. Mais je pense qu'être aux côtés des grands groupes dans notre croissance, qui nous accompagnent dans notre croissance, il faut pas refuser.
Ah bah non, bien sûr, il ne faut pas refuser. Mais ce que je vous demandais, c'est s'il fallait aussi prendre ses distances et y aller tout seul comme un grand. On y va tout seul aussi comme un grand, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Le marché mondialisé du transport aérien, c'est résolument, dans les mois et les années qui viennent, le marché asiatique, M. Boeing? Oui, la question, cette question de la mondialisation, elle va être très présente dans le cas de poser un challenge difficile dans le cas de l'aéronautique, parce que finalement, le marché du transport aérien chinois, il va dépasser le marché du transport aérien américain. Ils ont toute la croissance du transport aérien, c'est en Asie. Alors, est-ce que la tentation ne va pas être pour les Chinois, à un moment donné, de devenir eux aussi un concurrent et de briser le duopole? Alors, les coûts d'entrée sont très élevés, hein. Ça ne va pas être facile pour eux, mais la tentation, elle existe, hein, et on sait très bien qu'à un moment donné, s'ils souhaitent le faire, ils ont des moyens financiers colossaux qui pourront leur permettre. Alors, est-ce qu'on va... Alors bon, il y a un choix d'internationalisation différent chez Airbus et Boeing, puisque Airbus a maintenant des usines d'assemblage en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, alors que Boeing, lui, il fabrique sur le territoire américain. Il y a eu des choix différents dans la façon dont on relève le défi de l'internationalisation. Alors on verra. C'est pour moi un vrai questionnement. C'est-à-dire, est-ce que le duopole restera un duopole sur les 20 ans, ou est-ce qu'on va voir un troisième larron, peut-être chinois, aux yeux bridés, arriver sur ce marché? Sur cette question de l'internationalisation, de la consolidation des PME, l'innovation, la formation, est-ce que vous avez des questions ou peut-être tout simplement des commentaires, si vous êtes partie prenante? Monsieur au premier rang, alors déjà, est-ce qu'il y a monsieur qui est au troisième rang, en fait, si vous pouvez lui tendre un micro, je veux bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Oui, bonjour. Soufiane Carcaillé, je suis alternant en double diplôme chez ST Microélectronique. Alors j'ai eu l'occasion de travailler durant mes années d'alternance sur des projets européens financés par l'État français et européen. Alors ma question s'adresse à vous deux. Est-ce que j'ai eu l'occasion, il y a énormément de moyens, de bridge entre le monde de l'aéronautique et le monde de l'automobile. Est-ce qu'il n'y aurait pas qu'une plus grande mutualisation entre ces deux mondes, parce que les enjeux sont les mêmes. On parle de l'électrification de l'avion, du véhicule. On parle au niveau système, au niveau composant. Est-ce qu'une mutualisation de ces moyens ne permettrait pas de booster ces deux secteurs? Ça serait du win-win. Alors, un dernier commentaire, on parlait de l'alternance tout à l'heure. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de travailler durant 3 ans en alternance. Effectivement, c'est une expérience qui est très enrichissante. On a une vision certaine de l'industrie. Alors, je serai dans le marché du travail dans quelques mois. Je ne sais pas si je trouverai réellement du travail, mais en tout cas, la vision est très certaine, l'expérience est là. Et moi, je conseillerais vraiment à tous les jeunes de passer par l'alternance. Parce qu'en plus des connaissances théoriques, il y a une réelle connaissance pratique et c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà. Vous savez qu'au musée de Strasbourg, il y a le musée Schlumpf, et vous avez une voiture qui, sur la calandre, a le logo avion voisin. Puisque voisin faisait d'abord des voitures et ensuite des avions. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'envisageable? Est-ce qu'on peut croiser les expériences ou les outils industriels des uns et des autres? Monsieur Bouygues, est-ce que vous avez une opinion? D'abord, je voudrais revenir sur la dernière intervention que vous avez faite. Vous savez que l'aéronautique, je ne connais pas bien le domaine de l'automobile, mais je sais que nous avons employé 6 000 jeunes en alternance dans notre filière, donc, pour 2014. Et je pense que ça sera certainement plus en 2015. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts entre l'aéronautique et l'industrie automobile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'aéronautique qui vont dans l'automobile, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'automobile qui viennent dans l'aéronautique. Ce sont quand même deux filières d'excellence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse quand même aller beaucoup plus loin dans la comparaison. On ne fabrique pas une automobile comme on fabrique un avion. C'est pas vraiment la même chose, donc je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire vraiment plus de comparaison que ça quand même. C'est pas Honda qui a mis au point un petit avion d'affaires, me semble-t-il, non? Peut-être des esprits plus éclairés, non, pour me confirmer ou pas là-dessus. En fait, moi, juste une petite remarque. Je pense, souvent en France, on a un regard très macroéconomique sur l'industrie, très global. En fait, les filières, elles sont différentes d'une à une. Quand on regarde dans l'ouvrage, justement, avec Elie Cohen, dont on a parlé tout à l'heure, ce qui nous frappe, c'est à quel point les filières, elles ont réagi de façon extrêmement différente au cas de la mondialisation. On a une réussite spectaculaire avec l'aéronautique, on a un déclin extraordinairement rapide avec l'automobile.
On a l'agroalimentaire français qui a du mal à résister, hein, s'est fait passer dedans. On est passé de 2e exportateur mondial à 4e exportateur mondial. Dans l'agroalimentaire, on s'est fait dépasser par les Néerlandais et les Allemands. Il faut le faire quand même. L'industrie aéronautique est une filière qui est extrêmement bien organisée, très vertueuse, et je pense que c'est peut-être là notre force, est extrêmement bien organisée. Je pense que la force de l'aéronautique est là par rapport à l'automobile, si on voulait faire une comparaison. Y a-t-il une autre ou d'autres questions? D'autres? Nous avons déjà répondu à toutes vos attentes, c'est fabuleux. Merci pour votre attention. Je remercie nos hôtes d'avoir été avec nous pour cette petite heure. Bon après-midi à vous.